Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. La question de la rationalité ou de l'irrationalité de tel ou tel nombre réel constitue un aspect important de la théorie des nombres. Dans cette vidéo, je vous propose d'établir l'irrationalité des nombres e et pi et d'expliquer ensuite pourquoi l'un au moins des nombres e plus pi et e multiplié par pi est irrationnel. Mais avant cela, je vais commencer par quelques rappels. Un nombre réel est dit rationnel s'il peut s'exprimer comme le quotient de deux entiers, et il est dit irrationnel dans le cas contraire. On désigne par la lettre Q l'ensemble des nombres rationnels. Cette notation provient sans doute de l'initiale du mot quotient. Q est une partie de R qui contient l'ensemble Z des entiers relatifs. En effet, tout entier n peut évidemment s'écrire comme une fraction d'entier. Plus précisément, Q contient l'ensemble D des nombres décimaux, c'est-à-dire ceux dont le développement décimal propre se termine, ou, si l'on préfère, ceux dont les chiffres décimaux sont tous nuls à partir d'un certain rang. Par exemple, 0,125, qui est égal à 1 huitième, ou encore 3,14, qui est égal à 157 cinquantièmes. Mais cette inclusion est stricte, puisque, par exemple, le rationnel 1 tiers n'est pas un nombre décimal. En fait, on peut montrer que les rationnels sont exactement les réels dont le développement décimal propre est, comme on dit, ultimement périodique, c'est-à-dire périodique à partir d'un certain rang. Considérons par exemple le nombre alpha, dont le développement décimal est 0,71263263, 263, 263, etc. La séquence 263 se répétant indéfiniment, et montrons que alpha est rationnel. Pour cela, on multiplie d'abord alpha par une puissance de 10, afin d'extraire ce que j'appellerais le préfixe, c'est-à-dire les quelques chiffres qui précèdent le début de la séquence périodique. On multiplie donc alpha par 100. Et l'on obtient 100 alpha égale 71,263, 263, etc. Ensuite, on refait la même chose, mais pour extraire cette fois non seulement le préfixe, mais aussi un exemplaire de la séquence. On multiplie donc alpha par 100 000. Et l'on obtient donc 100 000 alpha égale 71 263, 263, 263, etc. En retranchant ces deux égalités, on obtient 99 900 alpha égale 71 192. Et donc, alpha est égal à 71 192 divisé par 99 900, un quotient d'entier. Et ceci prouve que alpha est rationnel. On peut d'ailleurs mettre cette fraction sous forme irréductible, alpha égale 17 798 sur 24 975, histoire de faire les choses proprement jusqu'au bout. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, mais il se généralise à tout nombre dont le développement décimal est périodique à partir d'un certain rang. Inversement, considérons un nombre rationnel R. Supposons-le positif et plus petit que 1, on peut toujours s'y ramener en retranchant à R sa partie entière. On écrit donc R sous la forme A sur B avec A et B deux entiers naturels, tels que A soit strictement compris entre 0 et B. L'algorithme usuel qui donne le développement décimal de R, et qu'on apprenait il n'y a pas si longtemps à l'école primaire, est le suivant. On divise 10A par B, ce qui donne un quotient C0 et un reste R0, puis on divise 10R0 par B, ce qui donne un quotient C1 et un reste R1, puis on divise 10R1 toujours par B, et on obtient un quotient C2, un reste R2, etc., etc. Les quotients CI sont tous compris entre 0 et 9, ce sont les chiffres du développement décimal propre de R. Les restes RI, quant à eux, sont des entiers compris au sens large entre 0 et B-1, ce qui représente un nombre fini de possibilités, et l'on doit donc fatalement, après un certain nombre d'étapes, retrouver un reste déjà obtenu antérieurement. Et dès lors, le développement décimal se poursuit de manière périodique. Voilà pour l'équivalence annoncée plus haut entre rationalité et périodicité à partir d'un certain rang du développement décimal. À présent, quelques mots sur les irrationnels. Racine de 2 est un exemple de nombre irrationnel. C'est sans doute le plus populaire pour des raisons à la fois historiques et de simplicité de démonstration. Sur le plan historique, il ne faut pas perdre de vue que la racine carrée de 2 apparaît comme la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1. C'est semble-t-il les mathématiciens de l'école pythagoricienne, environ 3 siècles avant notre ère,
qui ont repéré ce qu'ils considéraient comme une anomalie, à tel point, d'ailleurs, que le secret devait, selon eux, être bien gardé. Et sur le plan de la preuve, avec des notations modernes pour le coup, on peut s'y prendre de la manière suivante. S'il existait deux entiers naturels, premiers entre eux, P et Q, tels que racine carrée de 2 égale P sur Q, alors par élévation au carré, on aurait P carré égale 2Q carré, ce qui entraînerait la parité de P carré, et donc celle de P. En posant ensuite P égale 2M et en reportant, on aurait Q carré égale 2M carré, ce qui entraînerait cette fois la parité de Q carré, et donc celle de Q. Ainsi, les entiers P et Q seraient tous deux pairs, alors qu'ils sont premiers entre eux. Cette contradiction prouve donc l'irrationalité de racine carrée de 2. Les nombres, racine de 3, racine de 5, racine de 6, etc., sont aussi irrationnels. Plus généralement, si petit n est un entier naturel qui n'est pas un carré parfait, alors on peut montrer que la racine carrée de n est irrationnelle. Et on peut encore généraliser, si p est un polynôme non nul à coefficient entier de coefficient dominant égal à 1, alors tout nombre réel non entier qui est racine de p est irrationnel. Pour certaines constantes réelles, la preuve de l'irrationalité peut être assez délicate. Par exemple, le nombre zeta de 3, qui est défini comme la somme de la série convergente de termes général 1 sur n cube pour n de 1 à l'infini, a été établi en 1978 par le mathématicien français Roger Apéry. La preuve originale, très technique, occupait plusieurs dizaines de pages et n'était pas facile d'accès. Il y a aussi des cas où la question n'a pas encore été tranchée. Ainsi, pour p entier impair et supérieur ou égal à 5, l'irrationalité des nombres zeta de p, définie de manière analogue, somme pour n de 1 à l'infini des 1 sur n puissance p, est conjecturée, mais non prouvée à ce jour. Voici un autre exemple célèbre. Si l'on note h indice n, la énième somme partielle de la série harmonique, c'est-à-dire 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur n, on peut voir que la suite de termes général hn moins logarithme de n est décroissante et minorée, donc convergente. C'est un exercice classique de première année d'enseignement supérieur, que je ne détaille pas ici. La limite de cette suite, qu'on appelle la constante d'Euler, est officiellement désignée par la lettre grecque gamma. Sa valeur numérique est voisine de 0,577 et des poussières. Les spécialistes pensent que gamma est irrationnel, mais ceci n'est à ce jour qu'une conjecture. On sait d'ailleurs prouver que si gamma pouvait s'écrire comme une fraction irréductible d'entiers, alors le dénominateur de celle-ci comporterait plus de 240 000 chiffres. Alors bien sûr, ceci plaide en faveur de l'irrationalité de gamma, mais ne prouve évidemment rien. Nous allons maintenant nous occuper des nombres e et pi, en commençant par e. Nous allons utiliser la formule suivante. E égale somme pour k de 0 à l'infini des 1 sur factoriel k. Et nous allons encadrer e au moyen de deux suites adjacentes, à savoir la suite de termes général grand Xn, qui est la somme des 1 sur factoriel k pour k de 0 à n, et celle de termes général grand Yn, qui est Xn plus 1 sur le produit de n par la factorielle de n. Je vous rappelle que deux suites réelles sont dites adjacentes lorsque l'une est croissante, l'autre décroissante, et que de plus, leurs différences convergent vers 0. En l'occurrence, la croissance de la suite x est évidente puisque pour tout n, xn plus 1 moins xn vaut 1 sur factoriel de n plus 1, donc est strictement positif. Pour la suite y, c'est un calcul à peine plus élaboré. En effet, yn plus 1 moins yn, ça vaut successivement xn plus 1 plus 1 sur n plus 1 que multiplie la factorielle de n plus 1, moins xn moins 1 sur nn factoriel. Alors, on remplace xn plus 1 moins xn par l'expression qu'on a obtenue au-dessus, ce qui donne donc 1 sur factoriel n plus 1, plus 1 sur n plus 1 factoriel de n plus 1, moins 1 sur nn factoriel. Ensuite, on réduit au même dénominateur, à savoir n plus 1 factoriel de n plus 1, et le numérateur est n facteur de n plus 1, plus n, moins le carré de n plus 1. On simplifie, et il reste simplement moins 1 sur n plus 1 factoriel de n plus 1, donc c'est bien un nombre strictement négatif. Donc la suite y décroît strictement, et bien entendu la différence yn moins xn
vaut 1 sur n factoriel par définition, et elle tend vers 0. Comme E est la limite commune de ces deux suites, et vu qu'elles sont strictement monotones, on peut écrire pour tout n, xn strictement inférieur à xn plus 1, inférieur ou égal à E, inférieur ou égal à yn plus 1, strictement inférieur à yn. Supposons maintenant que E soit rationnel. Et posons E égale P sur Q avec PQ, deux entiers naturels non nuls. L'astuce va consister à choisir n égale Q dans l'encadrement précédent, ce qui nous donne P sur Q strictement compris entre xq et yq. À ce stade, l'intérêt d'avoir procédé ainsi apparaît. En effet, le produit factoriel qxq est un entier. Notons-le grand N. On a donc, en majorant simplement 1 sur q par 1, le produit P que multiplie la factorielle de q-1 est strictement compris entre grand N et grand N plus 1. Mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas coincer strictement un entier entre deux entiers consécutifs. Et cette contradiction montre que l'hypothèse de départ ne tient pas la route. Autrement dit, E est irrationnel. Passons maintenant au nombre pi. La première preuve de son irrationalité, publiée en 1767 par Lambert, repose sur la notion de développement en fraction continue, mais ce n'est pas cela que je vais vous présenter ici. J'opte plutôt pour une reformulation d'une preuve due sous sa forme originale au mathématicien canadien Ivan Niven, et afin de ne pas alourdir cette vidéo, j'ai décidé de ne présenter que le squelette de la démonstration et de laisser de côté divers détails techniques. Si vous êtes intéressé par une preuve complètement détaillée, alors je vous invite à lire un article du blog MathOS dédié à cela et dont le lien apparaît dans la description. Disons déjà qu'il y a un certain lien de parenté entre la preuve qui arrive et la preuve de l'irrationalité de E qu'on a vue un peu plus haut. En effet, on va encore procéder par l'absurde, et la contradiction sera essentiellement de même nature puisqu'on va aboutir, en supposant que pi est rationnel, à l'encadrement strict d'un entier par deux entiers consécutifs. Suivons notre ami Niven et intéressons-nous à la suite de termes général grand IN égale 1 sur factoriel n que multiplie l'intégrale de 0 à pi de x puissance n, pi moins x puissance n, sinus x dx. Comme on va le voir, cette suite possède quelques propriétés qui sont d'une importance capitale pour notre affaire. Tout d'abord, IN est strictement positif pour tout n, puisqu'il s'agit de l'intégrale d'une fonction continue, positive, et qui n'est pas la fonction nulle comme on peut le voir en l'évaluant en pi sur 2. Ensuite, la limite lorsque n tend vers l'infini de q puissance n IN pour n'importe quel entier naturel non nul q est nulle. Ceci s'obtient facilement en majorant la fonction intégrée par la constante pi puissance 2n. Enfin, une double intégration par partie montre que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a la formule de récurrence suivante, IN égale 4n-2 que multiplie I indice n-1 moins pi carré I indice n-2. Et vu que I0 est égal à 2 et que I1 est égal à 4, petit calcul sans difficulté, il en résulte par récurrence que pour tout n, eh bien, il existe des entiers que je noterai C indice n,k, avec k compris entre 0 et n, tels que IN soit égal à la somme pour k de 0 jusqu'à n des Cnk pi puissance k. Autrement dit, IN s'écrit formellement comme un polynôme en pi, avec des coefficients entiers, et de degrés pas plus que n. Supposons maintenant que pi soit rationnel, et posons pi égale p sur q avec p et q, deux entiers naturels non nuls. Alors, pour tout n, la formule 3 nous donne q puissance n IN égale à la somme pour k de 0 jusqu'à n de Cnk, p puissance k, q puissance n-k. Et donc q puissance n IN est un entier. Plus précisément un entier naturel non nul d'après 1. Mais d'après 2, on peut affirmer que pour n assez grand, q puissance n IN est strictement compris entre 0 et 1. Et ceci constitue la contradiction annoncée. Finalement, on a bien démontré que pi est irrationnel. Terminons cette vidéo en prouvant que l'un au moins des deux nombres e plus pi et e multiplié par pi est irrationnel. Pour les besoins de cette preuve,
j'admettrai deux résultats difficiles, à savoir que E et π sont des nombres transcendants. La transcendance de E a été établie en 1873 par Charles Hermite, et celle de π, un peu plus tard, en 1882, par Ferdinand Lindemann. Rappelons d'abord ce que cela signifie. Une façon de reformuler la notion d'irrationalité pour un réel alpha, c'est de dire que alpha n'est racine d'aucun polynôme de degré 1 à coefficient entier. Eh bien, ce même alpha sera dit transcendant s'il n'est racine d'aucun polynôme non nul à coefficient entier, peu importe le degré. Il est donc évident qu'un nombre transcendant est irrationnel. Mais la réciproque n'est pas vraie, puisque par exemple, la racine carrée de 2 est irrationnelle, mais est aussi racine du polynôme x carré moins 2. Un nombre réel qui n'est pas transcendant est dit algébrique. Maintenant, considérons le polynôme p égale grand x moins e facteur de grand x moins pi, qui est un trinôme du second degré, dont les racines sont évidemment e et pi. Sous forme développée, p s'écrit x carré moins e plus pi grand x plus e pi. Si les coefficients de ce trinôme étaient tous rationnels, ces racines seraient algébriques, mais ce n'est pas le cas d'après les théorèmes de Hermite et de Lindemann. Donc, l'un au moins des coefficients de p est irrationnel. Alors évidemment, ce n'est pas 1 qui est entier, donc rationnel, et il nous reste donc la conclusion souhaitée, à savoir que l'un au moins des deux nombres e plus pi ou e pi est irrationnel. Ce qui est amusant dans ce résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, personne ne sait si e plus pi est irrationnel, et la situation n'est pas meilleure pour e fois pi. Nous voilà donc devant un résultat qui laisse une impression d'inachevé. Peut-être qu'un jour on sera en mesure de décider si e plus pi et e pi sont rationnels ou irrationnels, mais je parie que cette preuve ne sera pas à la portée du premier venu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu et à laisser vos remarques en commentaire. Et je vous propose aussi de venir faire un tour sur le blog MathOS, dont l'adresse apparaît ici, afin de consulter les ressources mathématiques qui y sont rassemblées.